Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Kevin Cardona, je suis directeur innovation de BNP Paribas Real Estate, la filiale immobilière du groupe BNP Paribas. On est actif sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier, on fait du bureau, du logement, on construit la ville de demain, on la transacte, on investit, bref, tout ce que vous pouvez imaginer dans ce que ça peut vouloir dire que travailler dans l'immobilier, fabriquer la ville de demain. Et en tant que directeur innovation, le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre les grandes tendances sociétales qu'on vit tous en tant que citoyens, révolution climatique, révolution numérique, avec tout un tas d'innovations, de partenaires, d'innovations technologiques, et d'essayer d'appliquer ça à nos métiers pour mieux faire notre métier, nous différencier, inventer de nouveaux produits ou services. Et donc ce midi, on vient vous présenter, donc fort de tous ces travaux, on a fait pas mal de choses, on a livré 3 premières mondiales, et ce qu'on vient vous montrer ce midi, c'est la dernière qu'on a livrée cette année, en mars, qui est l'holo-portation ou l'holo-meeting, donc le fait de pouvoir se travailler à plusieurs en étant à distance. Donc vous connaissez Skype, donc là l'idée c'est d'inventer le futur de Skype, c'est-à-dire non seulement mieux se voir et se voir en 3D comme on se voit là, mais en plus manipuler des objets 3D un peu complexes pour pouvoir travailler à distance. Voilà. Donc ça on l'a livré avec une start-up qui s'appelle Mimesis, dont le fondateur est juste là. Ils sont en train d'essayer de se connecter justement avec l'autre fondateur de Mimesis qui lui est basé en Belgique. Et l'expérience, donc je vais vous balayer quelques slides pour que vous compreniez tous l'expérience. Pour ceux qui n'ont pas le temps, du coup en une demi-heure vous aurez compris ce qu'on fait. L'idée c'est de vous faire réagir, déjà que vous sachiez que ça existe, et puis peut-être échanger pour ceux qui ont un petit peu le temps. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vos retours sur ce que vous imaginez comme potentiel cas d'usage avec ces nouvelles technologies. Nous, on en a un évidemment dans l'immobilier, parce que c'est notre métier et on sait pourquoi on l'utilise. Ceci dit, on intuite qu'il y a un champ des possibles énorme avec ces technologies-là. Le but du jeu, c'est d'avoir vos idées, vos insights, et potentiellement, évidemment, de prendre la parole dans les médias, dans les réseaux sur le sujet. Et la question, c'est toujours de trouver les bons angles. Comment est-ce qu'on prend la parole sur ces technologies-là? Le risque, toujours, c'est de passer pour la petite innovation gadget et de s'amuser avec des nouvelles technologies. L'enjeu, c'est évidemment de trouver des vrais cas d'usage qui changent le monde. Voilà. En tout cas, notre monde. Donc, moi, je vais vous expliquer simplement pourquoi on l'a fait et qu'est-ce qu'on a fait. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir, du coup, normalement voir s'ils arrivent à se connecter au Wi-Fi. Il y a toujours cette petite réalité de la connectivité dans notre bas monde. Mais si ça marche, vous allez pouvoir, pour ceux qui ont le temps, encore une fois, tester l'expérience. Donc, en gros, dialoguer avec quelqu'un qui sera derrière cette table, un hologramme de quelqu'un qui est basé en Belgique, et manipuler des objets 3D, des immeubles, des quartiers, à plusieurs autour de cette table. C'est ça l'expérience que vous allez pouvoir faire. Donc, globalement, le point de départ, c'était de dire comment on fait quand on est une entreprise internationale pour mieux travailler ensemble. Là c'est l'exemple d'un client potentiel, accessoirement mon ancienne boîte qui s'appelle Unibail-Rodamco, Westfield. Et ça, c'est juste la répartition de leurs sièges sociaux à travers le monde. C'est une énorme boîte de centres commerciaux, vous connaissez forcément leurs immeubles, les 4 temps, le Forum des Halles, un peu partout dans le monde. Et ils ont un enjeu, eux, à travailler une matière complexe, montrer le Forum des Halles au patron de Zara 2 fois par an. Voilà, en PDF, c'est pas simple, donc et il n'a pas le temps d'aller physiquement dans les 4 temps. Donc l'enjeu, c'est de showcaser l'ensemble des immeubles à des clients à travers le monde. Et la question, c'est comment on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait ça, et ça représente près de 50% des émissions carbone de l'employé concerné. Et donc en fait de n'importe quel employé concerné dans n'importe quelle grosse boîte industrielle qui du coup est amené à se déplacer physiquement pour faire des réunions, pour travailler avec d'autres dans un monde, on le sait tous, où justement on doit trouver des solutions pour réduire nos émissions de carbone. Donc le déplacement et on va dire l'intelligence collective en entreprise génère des émissions de carbone juste parce qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc l'alternative c'est ça. Sauf que pour tous ceux qui ont déjà essayé ce genre de choses, on sourit pas autant que les gens sur la photo, quoi. Et de toute façon, on peut pas manipuler d'objets 3D. C'est très dur de créer de la vraie intelligence collective. Donc à droite, c'est un peu mieux qu'un coup de téléphone, mais on reste quand même limité avec nos doigts sur un clavier ou sur une souris et la complexité de créer ensemble. Quand on se déplace effectivement, on peut commencer à créer ensemble, mais de toute façon, quand on est même physiquement dans la même pièce, les outils d'aujourd'hui sont quand même limités et on travaille globalement en 2D. Alors que beaucoup d'industries ont besoin de travailler en 3 dimensions et mieux se projeter dans ce qu'ils font.
Donc la solution, on la connaît depuis longtemps, c'est celle-là. Et on l'a tous vu, voilà. Je vais juste éteindre le Jedi. La deuxième fois qu'on l'a vu, c'était là. Et donc la science-fiction nous donnait des idées, mais c'était de la science-fiction, jusque-là. Et là, donc pour ceux qui n'ont pas vu ce film, je laisse la petite scène se terminer, parce que la projection, c'était ça, le fait de mettre autour de la table des gens qui sont physiquement répartis dans le monde. Et en plus de ça, nous, on met un objet 3D au milieu de la table, pour pouvoir dialoguer ensemble. Donc en fait, pour faire ça, on est allé chercher une start-up à Station F qui s'appelle Mimesis, et qui fait ça. Et donc Mimesis, dont Rémi, le fondateur, est juste là. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'un des 3 fondateurs, qui lui est en Belgique. Vous voyez derrière, c'est Station F. Donc là, c'est un film de ce que voit la personne. Et ensemble, ils manipulent, ils ont fait ça pour une boîte, pour Orange, et ils manipulent des objets 3D, des vidéos, bon bref. Et donc c'est ce que cette start-up a inventé. Donc, ce qu'ils ont appelé l'holoportation, c'est-à-dire le fait de capter un hologramme en temps réel et de le projeter dans un univers réel, tout en manipulant et en développant des outils qui permettent de travailler ensemble. Voilà. Donc c'est ça que vous allez pouvoir tester s'ils arrivent à se connecter. Et donc évidemment, vu de notre point de vue, ce qu'il y a sur la table, c'est un peu futile. Donc nous, on a remplacé ce petit cube, je ne connais pas le cas d'usage qui a été fait avec Orange, mais par un immeuble ou par un quartier. Et nous, l'un de nos grands enjeux, c'est de concevoir la ville de demain avec les architectes, les ingénieurs, avec les riverains. Le premier cas d'usage qu'on a livré cette année, c'est pour la ville de Bagneux, où on fait 1700 logements. Et on a un enjeu de co-construire cette ville avec les gens de Bagneux, avec la mairie, avec l'ensemble de nos partenaires, avec des gens qui sont physiquement répartis, même à l'échelle de l'Île-de-France. Ça reste un sujet quand on voit la difficulté de se déplacer d'un point A à un point B, même en Île-de-France. C'est des solutions qui nous intéressent. C'est pas que des enjeux internationaux. Évidemment, la vision derrière, et c'est là où je pense que ça vous parle le plus, c'est cette question de future of work. C'est-à-dire comment on travaille demain dans un monde où on a envie de limiter les déplacements, accessoirement limiter les émissions de carbone, mais simplement à titre individuel, voilà, éviter de perdre trop de temps dans le commute, passer plus de temps à échanger ensemble, soit au travail, soit dans la vie personnelle. Et donc ces solutions nous permettent d'avoir des meilleures interactions ensemble. Et donc c'est une vision un petit peu du futur du travail. Pourquoi maintenant ? Parce qu'en fait, il y a une forme de momentum technologique en 2019. La raison pour laquelle c'était de la science-fiction jusque-là, c'est que les technologies n'étaient pas, l'ensemble des technologies nécessaires pour faire cette expérience n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, on a à la fois la captation des caméras, à la fois les capacités de calcul et à la fois les hardware. Ça marche dehors du coup, ça ? Ça marche dehors sur nos téléphones. En 4G. Et pas dedans ? Non. Non. Ok, bon en tout cas ça marche. C'est intéressant pour en faire la démo. Ce qui est bluffant parce que juste en 4G avec un téléphone faire ça, c'est en soi une sorte de prouesse. Mais bref, vous allez le faire juste après. Et donc voilà, nous on a commencé par mettre ça en place pour la transaction à distance. Ce que vous voyez à droite, en fait, c'est un logement qui n'existe pas, qu'on est en train de réaliser à Londres. Le prix de vente est à 27 000 pounds du mètre carré, donc c'est le marché anglais en plein Brexit est un peu petit. Donc en fait, nos clients sont plutôt en Asie, voilà. Et notre enjeu, c'était de faire visiter cet immeuble à Londres par des clients qui sont en Asie, sans qu'ils aient à prendre l'avion justement. Et surtout en réintégrant l'expertise humaine, c'est-à-dire la personne que vous voyez, il est scanné en temps réel, mais lui, il est physiquement basé à Londres. Voilà, donc de reproduire tous les codes de la visite immobilière sans avoir à se déplacer. Alors ça, c'était le premier cas d'usage, un peu intuitif, on va dire, un peu simple, mais qui est quand même une forme de game changer, parce que jusque-là, on connaissait la réalité virtuelle, on pouvait se balader dans les immeubles, mais on était bien seul avec l'immeuble, donc ça apportait pas une grande valeur. Là, on commence à avoir une vraie valeur. Et le pendant dans la réalité augmentée, c'est-à-dire le fait que là, on est dans la vraie vie, et on rajoute dans la vraie vie des objets 3D et des hologrammes, et donc la capacité d'interagir avec des partenaires. Donc avec plein de cas d'usage possibles pour nous, évidemment, à l'échelle de la ville, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle d'un territoire. Tout ça pour mieux concevoir, construire et transacter ensemble la ville de demain. Donc on a créé Holop, qui est cette petite start-up interne, pilotée par mon ami Florian ici présent. Bonjour Claire. Bonjour.
et qui a pour but justement de livrer cette expertise, ces compétences-là pour le monde de l'immobilier, puisqu'on allie à la fois l'expertise technologique, parce que ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on est en R&D sur ces sujets-là, et l'expertise immobilière, puisqu'on voilà, on fait pas la même expérience quand on fait ça pour un logement ou un bureau ou un centre commercial, logistique. Donc notre enjeu, c'était d'être capable de pouvoir le faire pour l'industrie, avec plusieurs offres de services autour d'events. On a beaucoup aujourd'hui fait des stands pour le CES, pour Vivatech, pour le MIPIM, le CIMI, qui sont nos salons professionnels de l'immobilier, pour créer des expériences un peu incroyables pour les clients, ou des suites, marketing suite pour showcaser, on va dire, la ville, ou des applications mobiles embarquées. Donc les applications sont assez multiples. Là, le but du jeu, donc normalement, vous avez à peu près compris ce qu'on fait. Le but du jeu, c'était d'échanger avec vous sur les potentialités. Potentiellement poser des questions à Rémi, qui est là, qui est le fondateur de Mimesis, donc la start-up qui a inventé l'holoportation. Peut-être, Rémi, expliquer les autres cas d'usage possibles. Parce que là, on a beaucoup parlé d'immobilier, mais il y a évidemment plein d'autres cas d'usage dans différentes industries. Vous donner un spectre de ce que cette technologie permet de faire, permet d'adresser, ou de répondre comme challenge. Et après, pour ceux qui veulent, il nous reste un gros quart d'heure, faire des petites démos dehors pour expérimenter, parce que voilà, c'est beau des slides, mais rien ne vaut l'expérience. Donc c'est vraiment une technologie qu'il faut vivre pour se rendre compte de l'impact que ça peut avoir demain. Rémi, si tu veux te présenter et puis présenter d'autres cas d'usage. Oui, alors moi je suis fondateur de Mimesis. Donc nous on a démarré en 2016. C'est ma 2e boîte en réalité virtuelle, puisqu'avant j'avais fait une boîte sur la formation chirurgicale. L'idée c'est que la VR c'est excellent pour être dans des situations qui sont difficiles ou coûteuses à reproduire. Et donc typiquement, plutôt que de s'entraîner sur un patient, s'entraîner dans la vie réelle, c'est quelque chose qui avait énormément de sens. Et en fait, je suis ensuite tombé dans ce constat que pour tout ce qui est des échanges sociaux, la réalité virtuelle allait être quelque chose d'assez excellent. Et j'ai rencontré mon associé Davy Lutz, qui est en Belgique. Et on a créé ensemble une boîte autour de ce principe de créer des échanges à distance en réalité virtuelle et réalité augmentée qui est vraiment du sens humainement. Et ce qu'on s'est aperçu, et donc on le voit un petit peu là, donc ce qu'on a fait en VR, c'est qu'il y avait surtout des possibilités assez incroyables. On peut faire des choses, on peut utiliser de la physique, se balancer des trucs, on peut utiliser des objets, on peut interagir avec des tableaux blancs, on peut faire vraiment aller beaucoup plus loin que sur une réunion en vidéoconférence par exemple, ou même aller beaucoup plus loin que par une réunion physique dans ce qu'on peut interagir. Donc lui c'est Davy, mon associé, qui est en Belgique, et là on est à Station F en France, et donc je suis connecté avec lui en temps réel. Là il montre un use case qu'on a développé pour Orange. Alors je sais pas si on va le voir, mais ouais, si voilà. Là l'idée c'est que c'était Orange, ils nous demandaient quel va être le futur de la vente à distance. Est-ce qu'on peut justement streamer un conseiller dans le salon? Donc là, le conseiller est assis, demain le conseiller sera debout, il pourra se balader et aussi poser les objets là ils ont du sens dans votre appartement, pouvoir les customiser, donc créer un service. Il y a toute une gamme de business qui finalement ne justifie pas aujourd'hui de pouvoir envoyer un conseiller à domicile. Avec ces technologies-là, ça va devenir beaucoup plus rentable. Dans nos use cases, on a beaucoup de choses dans l'événementiel, avec des gens qui veulent se streamer, donc soit des patrons de boîtes qui veulent faire une conférence à distance, même si notre techno, c'est pas la techno de Mélenchon, c'est pas un truc Mélenchon utilise une techno qui permet d'être en gros projeté sur un écran transparent sur scène. Nous, notre technologie, on reconstitue un vrai volume, c'est pas de la 2D comme ce qu'il a pu faire, et par contre, et on a besoin de casques de l'autre côté pour visualiser. Donc on n'est pas sur des audiences extrêmement importantes, ou alors ce qu'on fait c'est la retransmission en vidéo, et qui n'est pas forcément extrêmement bluffante. Il faut vraiment mettre un casque pour apprécier notre technologie. En ce moment on se développe beaucoup sur le Magic Leap, donc en réalité augmentée. Vous avez peut-être entendu parler, donc il y en a deux à côté sur lesquels on va faire les démos. C'est un casque de réalité augmentée qui a levé près de 3 milliards de dollars dans l'idée d'être le prochain smartphone en gros. Il y a cette vision qui est plutôt partagée dans l'industrie, qui a horizon 10 ou 20 ans. Le futur smartphone, c'est les lunettes.
Alors ça va être d'abord dans le complément du smartphone, et puis progressivement ça va peut-être le remplacer. Mais ces casques vont pouvoir faire absolument tout ce que fait un smartphone en mieux, et c'est-à-dire fournir des services personnalisés, spatiaux, géolocalisés. Et on s'aperçoit que la réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle est mieux acceptée dans l'entreprise. Les gens ont un peu peur de s'isoler, de se couper du monde, surtout dans un environnement très social comme celui de l'entreprise. Tandis que justement en réalité augmentée, il y a beaucoup plus d'appétence pour faire ce genre de choses. Donc notre vision du futur du travail, c'est vraiment on va avoir de grands espaces qui vont être capturés par des systèmes comme le nôtre et qui vont permettre justement, donc, en s'adaptant sur justement les modes du travail qui sont plutôt sur des espaces informels, plutôt sur de travailler au coin d'une table, etc. Mais on pourra avoir justement ces collaborateurs holographiques des quatre coins du monde présents avec soi autour de soi. Donc on utilisera ça avec une combinaison de caméras et d'intelligence artificielle. On saura recréer vraiment des personnes à distance entre elles. Donc voilà, donc des use cases événementiels. Aujourd'hui c'est beaucoup l'industrie de la 5G qui nous demande de pousser les use cases pour montrer, c'est très complémentaire de la 5G comme use case, nous demande de montrer en quoi ça va changer le futur de la communication. Donc ça sera d'abord le travail en entreprise, d'abord en interne puis en externe, travailler mieux avec ses collaborateurs, ses clients. Et ensuite, on croit beaucoup au fait que ça va toucher la communication familiale, se connecter avec ces enfants qui font des études à l'autre bout du monde, ce genre de choses. Il faudra une grosse diminution du coût des devices et de la technologie pour arriver à ça. Et après, ça va disrupter le real estate. Donc voilà, les coûts à Paris, enfin, quand on regarde tous les grands centres urbains, une flambée des prix absolument énorme, due au fait que c'est là où il y a les boulots, c'est là où les gens veulent travailler. Et bon, on pense que ça prendra peut-être 20, 30 ans, et ce sera sûrement pas seulement nous, mais ce genre de technologie va contribuer peut-être à justement une réattractivité de centres périurbains ou dans de petites villes ou voire à la campagne totalement, avec des gens qui vont s'équiper de ce genre de technologie. Et si la téléprésence est aussi bonne, voire meilleure qu'une expérience en face à face pour se travailler au quotidien, et à ce moment-là, ça n'a pas forcément de sens d'habiter en bas de son boulot. Enfin, plutôt déplace son boulot en bas de chez soi, où qu'on soit. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les relations entre les différentes entités? Est-ce qu'il y a vous avez été financé par BNP? Est-ce que le nom de la première entreprise, c'est une offre, c'est une entité, enfin voilà. Alors, il n'y a aucune relation capitalistique entre nous. C'est vraiment un partenaire. C'est une start-up qui est, en l'occurrence, accélérée à Station F par Ubisoft. Ça. Ouais, d'accord. Et voilà, nous, dans le cadre de nos recherches, et Florian particulièrement dans l'équipe, s'occupe de lancer cette offre Holop sur le marché immobilier. Holop, c'est une offre que BNP Real Estate lance pour ses clients, en agrégeant les meilleures technologies, les meilleurs partenaires. Dans ce que vous voyez dans les exemples, il y a certes Mimesis, mais il y a d'autres partenaires, en l'occurrence, qui créent le contenu, qui créent ce qu'on voit, les expériences. Donc en fait, c'est l'agrégation de plusieurs partenaires qui nous permettent de délivrer un service simple pour le client, qui lui n'a pas fait 3 ans de R&D sur le sujet et n'a pas rencontré tous les acteurs. Pour la plupart, ne connaît pas Mimesis, et quand bien même il connaîtrait Mimesis, il faudrait qu'il aille chercher les autres partenaires qui créent du contenu, ainsi de suite. Bref. Donc on agrège la complexité de la solution pour le client, et ça c'est Holop. Voilà. Donc Holop agrège des partenaires, mais c'est que un partenaire pour l'instant. Peut-être que demain, s'il fait une grosse levée de fonds et que BNP veut investir, c'est une porte qu'il ouvrira peut-être, mais pour ça il faut lui demander son avis. mais pour l'instant non. Pour l'instant c'est du partenariat pur. Il y a déjà des exemples d'entreprises qui ont fondé leur organisation en télétravail sur cette technologie. Alors, pour fonder l'organisation en télétravail, non, qui ont testé et qui testent actuellement, oui, ça c'est plutôt le cas. Et donc on travaille pour beaucoup d'entreprises américaines qui ont beaucoup la problématique de collaboration côte est, côte ouest, et beaucoup aussi sur la collaboration Asie, Europe ou Asie, US. Donc sur lequel il y a beaucoup d'échanges qui ont lieu, mais qui sont souvent assez informels. Enfin, voilà, quand vous managez une équipe de développeurs sur du Jira, c'est efficace,
c'est pas génial pour créer des très belles choses ensemble. Donc il faut vraiment trouver des alternatives à des systèmes purement basés sur du texte ou sur de la communication audio. Donc oui, ça commence à se faire. Aujourd'hui, il y a un vrai frein au niveau du matériel qui reste extrêmement coûteux. Donc généralement, les entreprises en achètent 2-3 casques et c'est tout. Elles vont pas vraiment au-delà en termes de... C'est quoi le coût d'un casque? C'est 2500 $. C'est même pas disponible. Le Magic Leap, vous allez voir, n'est pas disponible en Europe pour le moment. Il devrait l'être bientôt, mais... Donc voilà, on est sur c'est difficile de se procurer. Et l'HoloLens 2 va être à 3500 $, donc encore supérieur en termes de coût. Tout le monde attend Apple, qui risque d'arriver avec un device probablement assez inférieur en coût, parce qu'il utilisera l'iPhone comme puissance de calcul. Bon, ça c'est le coût du matériel. Est-ce qu'il y a un coût d'usage particulier? Alors oui, il y a un coût d'usage de technologie, ouais. Et qui varie un petit peu en fonction du use case. Mais après, notre objectif est de s'aligner sur les coûts de la vidéo à terme, dès qu'il y a du volume. Mais évidemment, au début, on est un peu plus cher parce qu'il y a des enjeux de frein. Voilà, parce que il y a peu de volume aujourd'hui sur ces technologies-là, donc forcément, le coût d'entrée est un peu plus important. C'est pas simple à appréhender ce qu'il y a le hardware, le contenant et le contenu, quoi. Il faut matcher les deux. Nous, sur le contenu, on rajoute en plus de la collaboration l'objet qu'on montre. Et cet objet, il a un coût de modélisation. Donc en fonction du degré de sophistication de ce qu'on a envie de montrer, ça va de quelques milliers d'euros à beaucoup, quoi. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les premiers clients sont des gens qui ont un intérêt particulier, soit à la 3D, soit la spatialisation en général. Donc voilà, quand on vend des biens immobiliers, on vend finalement de la 3D, et donc communiquer, échanger là-dessus à distance sur un PowerPoint, c'est pas génial, et c'est ce qui fait que vous dépensez des dizaines de milliers d'euros en maquette ou en déplacement de maquette pour ce genre de choses. Donc on peut penser aussi les ventes de voitures peuvent se faire aussi comme ça. Tout à fait. C'est déjà le cas de Tesla, je crois. Tesla, Audi a fait ça dans son showroom. Alors c'est plus en VR qu'en AR, et ils n'ont pas mis d'holoportation. Mais effectivement, utiliser la réalité virtuelle pour commercialiser des objets 3D dans lesquels on peut configurer à sa guise des options, ça c'est quelque chose qui est déjà développé dans l'industrie. Ouais. La réalité augmentée pour tout ce qui est vente, ça va être extrêmement populaire assez vite. Ça vous permet de tester avant d'acheter. Donc on ne teste pas vraiment l'objet, on teste une représentation 3D de l'objet. Alors pour tout ce qui va être décoratif ou ameublement, ça commence à être déjà des business importants. Et donc voilà, on discute par exemple nous avec des gens des salles des ventes, des gens qui vendent des objets internationaux, de manière à ce que les clients puissent visualiser le tableau qu'ils vont acheter dans le salon, qu'ils puissent éventuellement avoir un expert qui vienne les éclairer sur la nature de l'objet. Généralement, effectivement, notre tranche de clientèle aujourd'hui, c'est plutôt des cas d'usage où va y avoir une transaction, généralement assez importante, donc que ce soit l'immobilier, que ce soit les objets d'art et tout, qui justifie l'investissement technologique aujourd'hui. Et dans l'univers du jeu, alors il y a Ubisoft. Alors on est très proche d'Ubisoft, qui ont fait. Alors je ne vais pas trop parler de ce qu'on voit, disons que de ce qu'on fait avec eux. Je peux l'évoquer un peu vaguement, disons qu'il y a le monde du jeu vidéo est enfermé dans un écran aujourd'hui, et donc il y a des entreprises de jeux vidéo qui dépensent des centaines de millions à créer des univers incroyablement riches, qu'on peut explorer uniquement avec une manette et uniquement à travers un jeu vidéo qui fait 50% de son chiffre d'affaires la première semaine de sa sortie. Or, il y a peut-être moyen justement de valoriser un peu plus toute la recherche, toute la création qui a été faite dans ces univers-là. Donc après, on arrive sur du Ready Player One, sur des scénarios que vous connaissez peut-être, qui est que est-ce qu'on va avoir envie de vivre au moins une partie de sa vie dans ces univers et avec d'autres. Donc nous, on a déjà fait des meetings en réalité virtuelle dans les univers incroyables. Et c'est vrai que, quand vous êtes dans un bureau
si vous avez la chance d'avoir de très beaux locaux, mais c'est pas le cas, je pense, de 90% des gens qui travaillent sur cette planète, et pouvoir faire un meeting sur Tatooine avec un casque, c'est une promesse qui est intéressante et qui aussi, je pense, vis-à-vis de ce que va donner la Réunion en termes d'output, c'est vraiment quelque chose qui peut changer aussi la créativité, la nature de ce qui est discuté. Ouais, la réunion de demain. Source d'inspiration perpétuelle. Vous faites le setup que vous voulez, quoi. Donc littéralement, c'est pas une blague, quoi. Aujourd'hui, on sait faire ça. C'est pour enfumer les salariés qui travaillent dans des caves. Bon, faut que ça capte bien, quand même. Ouais. J'imagine que vous êtes aussi en relation avec des gens comme Facebook, sur Internet. Finalement, FaceTime va se transformer. On aura bientôt certainement la possibilité d'avoir la personne en face, de l'avoir sur son écran. Oui. Alors, il y a encore une fois, je ne pense pas que les usages grand public seront les premiers à venir, mais toutes ces boîtes-là expérimentent avec des technologies, y compris la nôtre. Et c'est clair que Facebook a racheté Oculus 3 milliards parce que c'est une technologie sociale. Si ça a l'air un peu paradoxal, parce que quand on voit quelqu'un avec un casque de VR, on ne se dit pas qu'il est en train qu'il est dans un moment très social. Mais oui, clairement, le futur des relations à distance est un domaine que regardent tous les constructeurs de ces casques. Donc Facebook a Oculus, Apple va probablement avoir un casque d'AR, Google a aussi investi beaucoup dans le domaine. Et c'est vraiment un consensus dans l'industrie que ça va marcher, ça prendra du temps, mais ça marchera. C'est pas est-ce que ça va marcher, c'est quand est-ce que ça va marcher. Et que ça va être extrêmement social. L'activité sociale, qui était au centre du succès du smartphone, par définition, va être aussi au centre du succès de ces devices-là. Si ça ne vous permet pas de vous connecter mieux à d'autres personnes, ça n'aura pas de succès populaire en tant que matériel. Quels sont les facteurs qui poussent les entreprises à s'intéresser au travail à distance, au-delà d'évoquer la perte de temps dans les transports quotidiens? Il y a plusieurs enjeux. Il y a les enjeux environnementaux, il y a les enjeux qui font que le talent est distribué. Tout le monde ne peut pas se permettre, il y a typiquement sur tous les métiers numériques, information working et compagnie, je crois qu'il y avait eu un chiffre qui disait qu'en moyenne ça prenait 3 mois de recruter un cadre si on cherchait localement, et si on était prêt à accepter à distance, ça prenait 3 jours. Donc voilà, si on accepte d'aller chercher le talent là où il est et pas là où on est, justement, on est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficient. Et les outils, alors pas que notre outil, mais tous les outils de communication, que ce soit Google Doc ou Jira, ce genre de choses, ont considérablement changé ça. Donc on a des entreprises qui passent une organisation qui est des organisations qui sont géographiques, avec des personnes qui travaillent ensemble géographiquement, avec des personnes qui travaillent par projet, et qui incluent systématiquement, dans chaque projet, il y a des personnes à distance. Donc ça, c'est le cas vraiment dans les plus grands groupes qu'on peut voir, c'est systématique. Et donc ils font une utilisation. Donc Zoom a récemment fait une IPO et il y avait les chiffres de l'utilisation d'Uber de Zoom. Et ça était à 18 millions de minutes par mois. J'avais calculé que ça représentait un minimum de 10 heures par employé par mois. Donc en comptant tous les employés d'Uber. Et probablement beaucoup plus parce que en fait, là je compte qu'il y a une seule personne à chaque meeting, mais c'est probablement 2 fois, 3 fois ce chiffre-là. Chez Google, il y avait une moyenne de 2 meetings en 2015, moyenne de 2 meetings en visio par jour par employé. Donc voilà, ces organisations se construisent autour d'un modèle où vraiment les employés sont distribués. Même si le gars est sur le campus qui est à 5 minutes, je vais le faire en vidéo parce que c'est plus pratique, parce que ça va me permettre aussi d'inclure la personne qui est à Stockholm et qui ça pourrait intéresser. Et après, il y a le facteur environnemental, on en a parlé, la honte de prendre l'avion, tous ces phénomènes qui ciblent notamment les millennials et les nouveaux arrivants sur le marché du travail qui valorisent beaucoup moins le voyage d'affaires que les précédents, aussi parce que les conditions du voyage d'affaires sont beaucoup moins bonnes qu'avant.
pour des raisons de coût principalement. Donc bon, aller voyager à Los Angeles pour voir l'aéroport et le bureau, finalement ça a perdu un peu de son aura. Donc voilà, ça crée tout un tas de paramètres, tout un tas de tendances qui font que il y a une explosion vraiment des outils de collaboration. Donc voilà, Zoom, une croissance de plus de 100% d'année en année depuis sa création il y a 6 ans, qui fait une entrée en bourse aux États-Unis avec une valorisation de plus d'1 milliard. On rentre dans une tendance générale, je dirais, de trouver vraiment une très bonne alternative à la présence physique. Il y a des entreprises comme Basecamp qui font ça depuis des années sans avoir ces outils. Qui font ça, oui, tout à fait. Ils sont 200, ils n'ont pas de bureau, ils sont répartis partout dans le monde et ils emploient les gens là où ils sont disponibles, là où le talent est disponible, il qui est parfaitement juste. Hein. Et ils ont fait tout ça depuis 10 ans, sans Zoom, sans rien. Alors évidemment, tous ces outils vont faciliter la chose, mais c'est plus une question d'état d'esprit que réellement de technologie. C'est comme tout, c'est-à-dire Basecamp a fait ça, mais donc ils ont fait un livre, ils ont réinventé vraiment le travail à distance dans ce que ça doit être, et c'est vraiment une question aussi, bon, ils ont vraiment redéfini aussi leur métier autour de ça, autour de leur propre outil, et ma conviction, c'est nous qui avons aussi redéfini notre travail autour de notre propre outil, c'est qu'on accède grâce à ça à des échanges plus riches et avec plus de possibles que ce qu'on peut faire dans un Basecamp, qui est très finalement factuel, orienté sur l'écrit et qui en oublie un petit peu la présence humaine. Alors Basecamp ils ont défini tout un tas de règles qui permettent justement de pallier à ça. Ils font une fois par an, il me semble, des grands meetings physiques. Et donc, il y a beaucoup d'alternatives qui ont été faites pour ça. Pour un grand groupe, adopter la méthodologie de Basecamp me paraît relativement difficile. Beaucoup de boîtes qui ont fait du 100% distribué en reviennent quand même un petit peu. Il y a des alternatives, ça dépend du métier. Moi, je montrais ça à des membres du COMEX de Airbus, par exemple, qui disaient c'est super votre truc, enlève l'immeuble, mets un avion et connecte mes 500 de R&D dans le monde, parce que voilà, eux, ils ont des enjeux de fabriquer de la complexité à plusieurs, et pour faire ça, bon, le mail suffit pas, clairement, quoi. Donc ça dépend aussi du secteur d'activité, ça dépend de ce que fait la boîte. Après, moi, il y a un enjeu que nous on ressent très bien, qui est l'enjeu urbain, tout simplement. Le fait que quand le périph' a été construit à Paris, tout le monde criait au scandale en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc surdimensionné? Bon, aujourd'hui on voit bien que même le périph' est sous-dimensionné. Ouais. Donc on a une forme de... Et en plus ils veulent le transformer en boulevard urbain et considérer que le vrai périph' de Paris c'est l'A86 en fait, c'est le périph' du Grand Paris et pas de Paris, bref. Et donc casser cette barrière physique entre Paris et sa proche banlieue, mais qui est une bonne chose urbaine, mais qui pose quand même la question de la pendularité domicile-travail des employés de n'importe quelle boîte, et on est tous concernés, enfin, toutes les entreprises, même à l'échelle, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas que un enjeu international, c'est aussi un enjeu local, à l'échelle de l'Île-de-France, la majeure partie je connais plus la moyenne exacte, mais c'est de l'ordre de l'heure, ou de l'heure et demie, c'est-à-dire qu'un urbain moyen passe 1 heure et demie dans les transports, ce qui en soi est une perte de productivité, de bien-être, une hausse des maladies potentielles, du stress et compagnie. Enfin, on sent tous qu'il y a un énorme enjeu à travailler sur limiter les déplacements des collaborateurs, se rapprocher d'un meilleur équilibre vie privée, vie pro, et ce genre de technologie nous permet de le faire potentiellement. Quand on regarde les attentes des nouveaux employés, justement, donc c'est rarement finalement le travail à distance à proprement parler, c'est plutôt une grande flexibilité dans le travail et des lieux aussi de travail exceptionnels. Donc on voit le succès de WeWork qui propose justement à des indépendants d'avoir un lieu de travail qui a rien à envier aux plus grandes entreprises. Et en fait, effectivement, il y a un peu un retour, je dirais que les gens qui veulent vraiment travailler à distance, bon, quand c'est possible dans leur secteur, le font, mais qu'il y a toute une frange intermédiaire de personnes qui préfèrent avoir des lieux extrêmement bien, enfin des lieux qui sont très esthétiques mais aussi très adaptés et assez proches d'eux et très bien équipés en termes de technologie, plutôt que effectivement travailler depuis chez eux, qui est pas facile, y compris justement pour le coup dans les grands centres urbains, ou avoir un bureau, avoir une pièce pour le travail, c'est quand même assez complexe. Nous on croit beaucoup au tiers-lieu par exemple. Peut-être que
le télétravail va se développer, mais travailler chez soi, surtout quand on a des enfants, c'est un peu compliqué. Donc en fait, on croit beaucoup à la dynamique de ce que j'appelle l'écosystème productif. C'est-à-dire qu'il y a le siège social continuera à exister, je pense. Ce sera probablement plus petit et beaucoup plus iconique, à l'instar de certaines marques de retail, genre Zara par exemple, qui ont commencé à prendre des objets icônes, des objets flagship. Moi je pense que le siège social demain sera plus petit, mais sera une sorte de flagship, parce que ça dit au monde qui vous êtes, ça dit au monde quand même votre marque, votre ADN, votre identité. Une entreprise, c'est ni plus ni moins des hommes et des femmes qui créent ensemble. Donc ça se passe quelque part quand même. Par contre, ce sera probablement plus petit, plus central, et avec un écosystème productif qui permet aux gens de travailler plus proche de là où ils habitent et d'aller au siège pour des raisons bien particulières, créer ensemble, voir des clients, faire du showrooming, ainsi de suite. Mais voilà, donc c'est une grosse évolution dans nos métiers, parce que nous on conçoit les sièges sociaux justement. Donc on envisage des sièges de plus en plus iconiques, de plus en plus flagship, de moins en moins basés autour du poste de travail, qui est en soi obsolète en fait comme expression, parce que ça considère qu'on ne travaille qu'à son poste, ce qui est faux. On travaille très bien chez Starbucks, bref, en tout cas dans des tiers-lieux faits pour demain, mais justement pas Starbucks. Mais voilà, en tout cas on travaille partout, et pas que à son poste de travail. Donc le siège social sera repensé complètement dans sa façon d'être conçu, comme un lieu pour le coup d'intelligence collective. Ce qu'on appelle activity-based working dans le jargon. On passe du flex office à l'activity-based. C'est-à-dire je propose au siège social ce qui permet au collaborateur de réaliser sa mission. Voilà. Enfin, pas que au siège social. Je propose un écosystème productif qui permet au collaborateur de réaliser sa mission. Mais qu'il la réalise 3 heures chez Starbucks, 2 heures dans un taxi et le reste entre la maison, le coworking et le bureau. S'il réalise sa mission, très bien. Voilà, donc c'est ce shift-là, et effectivement c'est un énorme shift managérial, un énorme shift de mindset. Puisqu'on passe d'un management par le regard à un management par la confiance. Et ça c'est un shift, j'allais dire culturel, mais c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de mindset. Donc voilà, il y a des entreprises qui vont pas faire ce shift-là, qui demanderont à tout le monde d'arriver à 9h et d'allumer l'ordinateur à 9h. Une vidéo de Néonomade qui est super là-dessus, qui dit voilà, on a la solution pour résoudre le trafic à Paris, c'est de changer le management. Et si on ne demande pas à toute l'île de France d'arriver au bureau à 9h, on n'a pas de bouchon en fait. Bon. Mais donc c'est assez intéressant. Voilà, donc c'est un énorme enjeu managérial et un enjeu technologique, parce qu'il faut accompagner 2 jours de télétravail. Qu'est-ce que ça veut dire? En fonction de notre job aussi, il y a des jobs qui nécessitent plus d'interaction que d'autres, et ainsi de suite. Bref. Et là, c'est à chaque entreprise de s'organiser en fonction. Justement, cette technologie-là apporte aussi la dimension sociale qu'il y a dans le présentiel. Oui. Voilà, parce qu'on a une relation. C'est quand même très important. Là, Exactement. on reste en relation personnelle. Exactement. Du groupe, de pouvoir quand même, et c'est ce qui se passe sur cette image, de pouvoir quand même se réunir. Exactement. Physiquement ou virtuellement, mais de voir vraiment l'interaction avec les gens. C'est aussi ce qui fait. Exactement. C'est pour ça qu'on pense que c'est un vrai game changer. Ouais. C'est une machine sociale, non? Exactement. On croit beaucoup à... Ça va encore détruire des emplois, ça. Pas forcément, justement. Ça risque d'en... Tout ce qui est lié au transport, etc. mais ceci dit, ils n'arrivent plus à suivre. Ça détruit moi, je pense, enfin après, c'est mon côté un peu optimiste / naïf, mais volontairement. Mais je pense qu'au contraire, ça tue une forme de ségrégation. C'est-à-dire que ça permet à des gens qui sont éloignés des centres urbains de travailler, enfin à l'heure du contexte qu'on connaît. C'est des technologies qui permettent pour le coup de réduire des déplacements et donc de rendre accessible l'emploi à des gens qui en sont un peu éloignés pour des raisons de pure discrimination économique. Donc, il y a toute une transition à financer, là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tous ces transports en commun, ça coûte une fortune, ça marche pas. Les temps perdus par les uns et les autres dans les transports coûtent aussi une fortune. Et par contre, s'équiper, comme vous le dites aujourd'hui, ça coûte aussi une fortune. Ouais. Donc il y a des transferts, évidemment, de financement à faire. Exactement. Mais c'est un vrai calcul. Je ne sais pas si le 2500 € par employé est si cher au regard de la perte de productivité actuelle. C'est pas des chiffres qui sont effrayants. Effrayants. C'est pas des chiffres qui sont effrayants. Il y a pas si longtemps. Ouais. Ah, franchement, il suffit de calculer le salaire moyen de 1 heure et demie par jour d'un urbain moyen tous les jours. Moi, j'avais fait le calcul personnellement, parce que je mets 1 heure tous les matins. Ça représente 3 heures. C'est comme si je prenais ma voiture et je roulais pendant 3 ans sans m'arrêter. Donc bon, ça a un coût, quoi. Je suis sûr que MEDEF sache que ça existe. Le MEDEF, je sais pas forcément que ça existe. Il y a du lobbying à faire. Complètement, c'est pour ça qu'on vient vous voir.
Non, parce que c'est pour ça, là, ce qu'on vous montre, c'est une première. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Ce que vous allez tester, là, vous ne pouvez pas aller à la FNAC et l'acheter. Parce que les entreprises dans l'île de France sont dans la place. Bien sûr, dans toutes les métropoles mondiales. On les a laissés dehors. Ah, ils sont dehors, ils sont peut-être des... En confiance. Vous avez des collègues qui sont partis avec, en fait. Ouais, c'est pas grave. Mais pour ceux qui veulent tester, effectivement, Ouais, il est 1h presque. voilà, ça va être le moment de le faire. Après, il y a d'autres rendez-vous. Ouais, Merci en tout cas. merci à vous.